C'est vrai que nous aurions aimé que les choses se passent autrement. On aurait aimé qu'on pense à l'Afrique, qu'on parle de l'Afrique sans apitoiement, sans préjugés, que nous puissions enfin compter parmi les autres nos semblables. Mais malheureusement, en 10 ans, nous commémorons ici le 10e anniversaire d'une première rencontre. Il s'est passé des choses que nous aurions bien aimé éviter. Il y a eu d'abord cette crise en 2008, une crise systémique qui secoue les États-Unis et le monde. Et l'Afrique fait partie de cette histoire. Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier lorsqu'on pense aux Africains, les bateaux, le djihadisme et les violences faites aux femmes. Quand on néglige, quand on s'interdit de lire l'Afrique à la lumière des convulsions du monde global, il y a des risques qu'on tombe soit dans le pessimisme, soit dans des préjugés que je m'efforce de déconstruire. Parce que je ne peux plus tolérer ce racisme anti-noir. Il y a 10 ans, les gens avaient des préjugés, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le noir est devenu le problème, en tout cas dans certaines mentalités. Les mouvements et les partis d'extrême droite n'avaient pas percé de cette manière-là. Et le monde développé est confronté à une crise existentielle sans précédent et prend peur, a peur de l'autre. Et l'autre qui se distingue le plus du reste, c'est bien entendu les subsahariens, les Africains subsahariens. Donc moi, j'ai vécu, depuis mon dernier passage à Tenerife, j'ai regardé ce monde évoluer, des partis d'extrême droite émerger, et les partis de gauche, je ne parle pas de la droite dure ou molle, et les partis de gauche dans vos sociétés qui, pour des raisons électoralistes, qui se sont mis eux aussi à regarder l'Afrique d'une certaine manière. Je l'ai vécu dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. J'ai vu que même des progressistes commencent à tenir des discours sur l'Afrique, le problème numéro 1. L'Afrique, et surtout les femmes africaines, avec leur ventre fécond, 7 à 8 enfants, c'est trop pour l'humanité. Nous sommes devenus un problème. Mais chaque fois, j'ai l'impression que tout ce que l'Occident considère aujourd'hui comme une menace, il la situe en dehors de lui-même. Le problème, c'est la démographie africaine, c'est la mauvaise gouvernance africaine, c'est les dictateurs africains. Il y a énormément de facteurs qui sont perçus aujourd'hui comme des menaces pour des sociétés et qui s'interdisent de toucher à ce que j'appelle le dénominateur commun. Pour moi, le dénominateur commun, c'est tout simplement un modèle de développement économique qui ne tient pas ses promesses en termes de création d'emplois, en termes de sécurité dans tous les domaines, sécurité humaine, sécurité alimentaire, sanitaire, sécurité environnementale. Ce n'est ni plus compliqué, ni moins compliqué que ça. De mon point de vue, il n'y a pas une Afrique différente, il n'y a pas un Mali différent de l'Espagne. Il y a deux manières de vivre le même drame humain lié à un paradigme de développement qui n'est pas centré sur les humains, qui n'est pas centré sur l'écologie. Nous sommes piégés par un modèle économique de ponction. On va ponctionner les profits. On va chercher, on peut prendre à la femme africaine son dernier pain si ça doit profiter à des entreprises. Ce sont ces entreprises qui dominent le monde, ce sont ces entreprises qui dominent les Nations Unies, et c'est au nom du profit aujourd'hui
que nous assistons au retour en force des anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, la violence, c'est pas seulement symbolique. On vous dit, vous êtes mauvais parce que vous êtes différent. La violence, c'est une violence économique, politique, institutionnelle et malheureusement de plus en plus militaire. Au niveau du Forum social mondial, c'est Samir Amin nous avait prévenu dès le départ, on va s'acheminer vers la militarisation de la coopération. Je m'efforce en tout cas de me prononcer sur ces questions, mais cette fois-ci d'un point de vue de femme. Et parce que je suis fatigué de l'instrumentalisation des causes justes. Toutes les causes sont instrumentalisées, y compris les droits des femmes. Donc je pense que pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension de nos situations, c'est extrêmement important pour moi de confronter les énoncés. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ce n'est pas parce que je veux absolument me penser par rapport à l'Occident, mais parce que malheureusement l'Occident a fait le choix de penser pour moi, de décider pour moi de ce qui est le développement. Donc je ne peux réagir, je ne peux repenser mon destin qu'en me libérant. Mais ma libération passe par la déconstruction de son discours sur moi, sur mon pays et sur mon continent. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu cette campagne Balance ton port ou MeToo, je dis tiens, les femmes occidentales sont confrontées à un problème. C'est une belle campagne et moi je m'invite dans cette campagne. Je m'invite dans cette campagne pour dire moi aussi, MeToo, non pas par rapport au harcèlement sexuel, parce que ce qui se passe sur mon continent, c'est un autre débat, mais je pense au harcèlement psychologique. Le harcèlement psychologique dont nous sommes l'objet. Moi, je dis que ce qu'on lit aujourd'hui dans les relations, quand on compare cette affaire Weinstein et à ce que je crois lire dans nos relations nord-sud, les comportements des puissances occidentales envers l'Afrique, c'est le même comportement des mâles dominants envers les femmes. C'est des abus de pouvoir. C'est l'obligation de vous taire. Parce que personnellement, j'ai été privé de mon droit à la mobilité pour avoir dénoncé la militarisation de mon pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre compte de toutes les violences. Il faut surtout les inscrire dans le débat politique. On ne peut plus continuer dans cette situation où c'est les dominants qui regardent l'Afrique du haut de leur financement, parce que tout tient au financement. Tenez-vous tranquille, sinon on ne finance pas ceci, on ne finance pas cela. Et l'Afrique, dépendante du financement de l'Union européenne, avale des couleuvres tout le temps et tout le temps. Donc maintenant, pour leur dire qu'attendez, ce que vous vivez, la crise existentielle, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la crise migratoire ou de la crise sécuritaire, la crise existentielle sans précédent à laquelle l'Europe est confrontée aujourd'hui, va trouver sa solution dans la prise en charge du débat sur l'Afrique par les partis politiques. Il faut que les opinions publiques sachent qu'il n'y a pas une Afrique à part sur une planète à part et que nos destins sont liés et qu'il faut que ce lien, nous pouvons sauver ce lien. Il ne faut pas seulement que ce soit lié par des considérations misérabilistes, on va les aider. Nous, on ne peut pas nous aider. Personne ne peut nous aider parce que ce sont les pays riches qui se sont fourvoyés dans un modèle de développement qui a besoin des énergies fossiles, et les énergies fossiles sont en Afrique. Ils ont pollué le monde, ils ont détruit le lien social, mais ils savent aujourd'hui que l'Afrique est immensément riche des énergies, des ressources stratégiques dont ils ont besoin, y compris pour les voitures électriques qui vont venir. Ils ont besoin, toutes ces ressources-là sont en Afrique. Alors cela veut dire quoi? Que si le développement tel qu'il a fonctionné jusqu'ici, qui a entraîné le réchauffement climatique, crée les problèmes que nous savons au Sahel, ce n'est pas par des interventions militaires qu'on va régler ces problèmes au Sahel. Le Sahel a cruellement besoin d'eau, de nourriture, de paix et de sécurité pour se développer, mais un développement par les peuples et non pas un développement pensé en fonction des besoins et des profits
des grandes entreprises. Or, aujourd'hui, le fin fond de la guerre en Afrique, des migrations, des mouvements de population, du djihadisme, c'est que notre destin est lié à la satisfaction des besoins de toutes ces grandes entreprises qui ont pris le monde en otage. Parce que je n'ai pas l'impression que les dirigeants occidentaux sont plus libres que les nôtres. Je ne crois pas qu'ils soient plus démocrates que les nôtres. Je pourrais vous parler de ce que c'est que la démocratie dans mon pays, dans mon entendement, à la lumière de ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. Donc je pense que c'est ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas dans le cadre de cette relation entre nous, vous et nous, c'est de tout simplement se dire que c'est exactement les mêmes problèmes, sauf qu'ils sont interprétés autrement. Ça fait que nous ne comprenons rien, vous non plus. Donc il y a une confiscation de l'information et ce type d'assemblée nous permet, je crois, de crever l'abcès et peut-être d'être un peu plus proche. Je vous remercie. Il a dit ça à Hambourg. C'est dans une réunion en marge du sommet du G7 en Allemagne et à propos du financement du développement de l'Afrique. Je crois que quelqu'un lui a demandé s'il ne fallait pas un plan Marshall pour l'Afrique. Donc il a dit qu'avec tous les milliards du monde, on ne pourra pas développer l'Afrique aussi longtemps que les femmes feront 7 à 8 enfants. Moi, j'ai trouvé ça violent. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé à travailler sur... j'avais 27 ans quand on a créé le premier ministère de la condition de la femme en Afrique. C'était en Côte d'Ivoire où j'étais mariée. Donc moi, j'ai eu le privilège d'être à ce poste-là. Et à cette époque, on ne parlait pas de gender. On parlait de l'intégration des femmes dans le développement. Et nous, on nous a dit, et on y a cru, qu'avec le développement, toutes les femmes africaines allaient avoir accès à l'éducation et l'emploi, et que l'éducation et l'emploi et le revenu allaient avoir un impact sur l'espacement des naissances. Un peu comme en Europe, donc le développement entraîne une meilleure maîtrise de la fécondité. Donc quand, 60 ans après, on se trouve devant une situation catastrophique et qu'on dit tout haut que le problème maintenant, c'est les femmes, et il sait bien, de manière décomplexée, il dit ce que beaucoup de gens pensent en fait. Beaucoup de gens pensent que nous sommes victimes de nous-mêmes. Hein? L'Africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire, l'Africain qui ne sait pas se développer, qui ne sait même pas se protéger contre le terrorisme. Donc, en fait, tous les prétextes sont bons pour s'occuper de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils ont eu récemment une réunion à Dakar, l'Alliance pour l'éducation, et pour dire qu'il faut vraiment s'occuper de l'Afrique. Malheureusement, on en est arrivé aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, ce que nous entendons. Et c'est pour ça que cette coalition, sous prétexte d'aller... on veut garantir à l'Europe sa sécurité à travers une guerre qu'on livre aux Africains, et malgré eux. Et cette guerre, on veut la faire par les Africains. Parce qu'il ne faut pas que les soldats blancs meurent, mais on peut aligner des Africains comme au siècle dernier et comme dans les 2 grandes guerres du siècle dernier. Ce sont les tirailleurs africains qui vont faire la guerre à la place des Occidentaux. Mais moi, je signe, je répète et je ne cesse de le dire que malheureusement, c'est le prix à payer pour, si l'Europe doit sortir de la crise par le néolibéralisme, le prix à payer, c'est de livrer des guerres à des innocents et après tenir un autre discours à ses propres opinions et trouver toutes sortes d'explications. Parce que moi, je pense que la question de la fécondité, la question du nombre d'enfants, et quand vous regardez, il n'a pas les bons chiffres, ce n'est pas 7 ou 8. Il y a des pays où il y a 7 ou 8 enfants
par femme, mais ce n'est jamais toutes les femmes, comme vous le savez. Et la réalité n'est pas la même chose entre la ville et la campagne, d'une famille à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et de toutes les manières, et la maîtrise de la fécondité est en train de se faire. Toutes les femmes qui ont un certain niveau d'éducation, qui voient les difficultés de gérer une grande famille, décident elles-mêmes ce qu'elles font faire. Donc moi, je pense que c'est ce que j'appelle la violence symbolique. Et dire cela à une opinion publique française et européenne ébranlée par les flux migratoires, c'est faire imputer aux femmes la responsabilité de mettre au monde des enfants qui viendront menacer l'Europe. En fait, c'est le fin fond du discours, c'est ça. Nous sommes des femmes au ventre fécond et qui vont créer les terroristes, les djihadistes, les migrants et tout ce dont l'Europe ne veut pas. Et pour toute cette raison, il faut aller en Afrique, développer l'Afrique. En fait, ce n'est pas pour développer l'Afrique, c'est pour la recoloniser. Mais le côté insultant de l'affaire Jarret, c'est qu'il n'a pas dit seulement que les femmes font trop d'enfants et qu'avec tous les milliards du monde, c'est les femmes qui déstabilisent l'Afrique, en fait. Ben, je pense que les bombes de l'OTAN en Libye ont été plus déstabilisatrices, quoi. Si y a les conséquences d'une déstabilisation qu'on voit aujourd'hui, c'est bien l'agression des peuples du Sud aujourd'hui, juste pour les déposséder des richesses de leur sol et de leur sous-sol. Mais il a dit que c'est un problème civilisationnel. Il a dit que c'est un problème civilisationnel. Cela veut dire donc que les Européens, les Occidentaux arrivent aujourd'hui avec le capitalisme mondialisé à un mode de vie qui devrait être la norme. Hein, c'est leur mode de vie qui est la norme. Et en fait, ceux qui ne sont pas parvenus à obtenir de l'Afrique, parce que le développement de l'Afrique c'est un projet de transformation des Africains. Il faut transformer les Africains. Ça va faire, on se plaint parce qu'on est nombreux, mais par ailleurs, c'est un double langage. On voudrait que ce milliard 500 ou ces 2 milliards d'Africains en 2050 soient des consommateurs pour le marché européen. C'est pour ça qu'il entraîne toute l'Europe dans ce délire, parce que c'est du délire. Aujourd'hui, au début, c'est la France qui avait sa guerre, mais la France a fait entrer l'Allemagne dans la guerre. Toute l'Europe suit la France. Donc, tous les alliés occidentaux de l'Europe aujourd'hui sont convaincus que s'il y a un lieu où il faut partir, c'est le Sahel. Vous vous rendez compte? On organise la COP 21. Vous dites qu'il y a la surchauffe. Hein? La planète est surchauffée à cause d'un modèle économique. Et c'est ce même modèle économique qui vous pousse à aller livrer la guerre à des peuples déshérités. Donc, où est-ce qu'on va? C'est de la folie. Parce que s'il y a un endroit aujourd'hui où il ne fallait pas mettre l'argent de l'Europe dans la guerre, je pense que c'est bien le Sahel. Et moi, je sais que culturellement, on a des ressources. Et le fait de n'avoir pas été embarqué dans la croissance folle et qui met le monde dans cet état, fait qu'il y a des alternatives. L'Afrique est porteuse d'alternatives, mais à condition qu'on accepte de l'écouter. Il faut qu'on accepte de l'écouter. Or, aujourd'hui, elle est déversoire. Tout ce qu'on nous envoie comme marchandises, la plupart du temps, c'est des marchandises fabriquées pour le marché africain. Et c'est beaucoup de produits toxiques, c'est beaucoup de déchets, tout ce dont on ne veut pas, c'est la grande poubelle. On envoie tous les marchés. Nous ne pouvons même plus vendre nos propres textiles parce que les marchés sont inondés des restes de vêtements, des restes de téléphones mobiles. Et Ghana, vous connaissez la situation où tout le monde, ils ont les mains dans des métaux toxiques juste pour pouvoir vendre quelque chose. Donc cette mondialisation est au rabais et dont nous sommes la grande perdante. Ils veulent en fait accélérer ce processus au XXIe siècle pour que ce que les entreprises perdent aujourd'hui dans la concurrence avec la Chine, et je ne cite plus le Brésil puisque tous les autres BRICS sont en difficulté, mais c'est la Chine qui est aujourd'hui la bête noire. Et s'il y a un endroit où il faut lui barrer la route, c'est en Afrique.
On invite les investisseurs chinois à ces choix, mais on veut faire de telle sorte qu'en Afrique, ils n'aillent pas occuper la plate-bande. Donc moi, je crois que, comme partout, hein, les femmes, on constitue la moitié du ciel, comme on dit, la moitié de la société. C'est aussi celles qui mettent les enfants au monde. Si je reste dans un schéma classique, l'éducation des enfants, mais chez nous, la nourriture, il y a énormément de choses qui passent par les femmes. C'est pour ça que ce serait dommage que la question des femmes dans le développement d'un continent comme l'Afrique soit elle aussi à la merci du même paradigme, c'est-à-dire à la merci des mêmes pièges où vous ne réfléchissez pas. Quelqu'un réfléchit quelque part au nord à un financement, vient vous voir en disant c'est ça qui est bon pour vous. C'est ça qui se passe malheureusement. Et vous allez voir le 8 mars, comme chaque 8 mars, et il va y avoir des mobilisations, on va porter des uniformes, on va chanter, on va danser la parité, l'égalité et tout le reste. Et ça fait 50 ans que ça dure. Et si au bout de 50 ans, on vient vous dire que c'est vous le problème, malgré tout, et que vous déstabilisez le continent, je pense qu'il y a un changement radical à faire. Pour moi, et il y a une confiscation de l'information. Il y a une infantilisation des opinions. Je vous assure que le jour où une masse critique de femmes africaines comprendront qu'est-ce que c'est que les relations nord-sud, qu'est-ce que c'est que le commerce mondial. Mais personne ne leur parle du commerce, personne ne leur parle des programmes d'ajustement structurel. Ici, j'imagine que le citoyen lambda, l'électeur lambda, sait qu'il a confié son destin à un responsable politique et que ce responsable politique va aller à Bruxelles. Bruxelles existe, hein, et il existe en tout cas des enjeux qui le concernent. Même si toute votre politique ne porte pas sur ça, il y a une connaissance, mais c'est ce type de connaissance qui est caché aux Africains. Alors, personne, ton enfant ne va pas à l'école, ton fils et ta fille peut-être vont être obligés d'émigrer parce qu'ils n'ont pas de boulot, mais il n'y a pas d'explication à tout cela. On vous dit seulement, c'est Arvalo qu'on a élu, c'est lui le président de la République, il n'a qu'à résoudre tout ça. On vient de dire d'ailleurs au président malien qu'il faut qu'il fasse la paix. On est au mois de mars là. Entre février et mars, l'ONU nous donne un ultimatum pour faire la paix. Alors, cette histoire, je dis, on se moque de nous. On se moque de nous, on se moque des Africains, plus particulièrement des Africaines. On pleurniche notre sort, mais personne ne veut nous donner le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, pour moi, ce n'est pas accéder. J'ai été ministre, mais ça n'a pas la moindre importance. Ce n'est pas être président, ce n'est pas... La promotion politique des femmes ne m'intéresse pas. Parce que je dis, je ne veux même pas être... L'égalité homme-femme ne m'intéresse pas si c'est pour ressembler à nos propres hommes qui sont des otages. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est une bonne connaissance de l'état du monde. Pourquoi l'Afrique est dans cette... Ce dont nous sommes en train de discuter ici. Il faut qu'une masse critique d'Africains soit imprégnée de cela. Pour qu'on sache que nous ne sommes pas obligés d'avoir 2 téléphones, que nous ne sommes pas obligés de rouler dans des grosses voitures qui polluent, que nous ne sommes pas obligés d'être en cravate à 40 degrés à l'ombre, que nous ne sommes pas obligés de ressembler à qui que ce soit, que nous devons être nous-mêmes et que nous avons les moyens de le faire. On a aujourd'hui une opportunité. La question climatique change tout. La question climatique oblige les pays riches aujourd'hui à repenser leur mode de consommation, leur propre mode de vie. C'est cette chance qu'il faut donner à l'Afrique en disant, écoutez, on prétendait que vous n'êtes pas développés, mais nous nous sommes trompés de modèle de développement. Donc pour changer cela, les femmes peuvent faire la différence. Elles peuvent faire la différence en gérant leur propre corps, leur propre fécondité, en sachant comment éduquer leurs enfants. Mais si on ne fait pas ça, pour l'instant, tous les soirs, à la télévision, vous voyez toutes sortes de cochonneries qu'on nous demande c'est les mayonnaises, c'est le cube magie, tout ce dont les autres ne veulent pas. L'Afrique va devenir un gigantesque marché pour tous ces produits-là qui nous rendent malades alors qu'on ne peut pas acheter de médicaments.
Les médicaments, on les vend par terre. Les plus riches vont se faire soigner à l'extérieur. Donc, vous êtes malade à cause de ce que vous mangez, mais vous mangez ce que vous mangez parce qu'on vous dit que c'est ça la modernité, c'est ça pour entrer dans la mondialisation. Donc, je pense que les femmes peuvent faire la différence. Le débat aujourd'hui, comment les atteindre, comment les arracher à cette idée que nous nous sommes faits de ce que c'est que la civilisation. Hein, s'il faut fixer des cheveux jusqu'au dos, ou alors se dépigmenter, ressembler le plus possible au blanc pour exister, c'est ça le drame pour moi, c'est ça qui doit changer. Non, c'est vrai que je parle à la lumière d'une expérience. J'ai eu beaucoup de chance et j'ai décidé de vivre dans un quartier populaire, un quartier insalubre, un peu comme partout, malheureusement, dans nos villes. Et quand je suis arrivé, j'ai fini mes études, j'étais mariée en Côte d'Ivoire, je reviens au Mali, beaucoup de chômage, tous mes neveux, nièces, tout le monde était là. On était au début des programmes d'ajustement structurel. Je sais qu'ils n'allaient pas avoir de travail. Et puis, j'avais rencontré un ami qui m'avait montré, il a reconstruit son village avec les briques. Il m'a offert un moule qui me permettait de fabriquer les briques. Donc, j'ai demandé à mes frères s'ils m'autorisent à transformer notre maison, à construire en matériaux locaux. Et comme je n'avais pas d'argent, j'ai demandé pendant les vacances aux jeunes de la famille, est-ce que vous voulez qu'on fasse des briques? On va essayer quelque chose. Et comme je voyage beaucoup, on a confiance en moi, on dit c'est toi qui sais, si tu veux, on peut essayer. Donc, je leur ai donné le prix du thé. Et puis, pendant les vacances, on a fait des milliers de briques en terre. Et j'ai un ami d'enfance qui est architecte qui m'a dessiné ma maison. Donc, c'est la première maison en matériaux locaux que nous avons construite dans le quartier. Et comme les voisins qui ne veulent plus de maisons en terre cassent et jettent leurs briques en terre, on a ramassé aussi toutes les briques qu'on trouvait, puisque eux, ils voulaient construire en parpaing. Je voulais, ce que j'ai dit, éduquer le regard du Malien sur ces matériaux locaux. Donc, on a construit, on a fait un restaurant. On a dit pour que ce soit une vitrine, on va faire un joli restaurant et avec des textiles africains. Donc, j'ai été amené à m'occuper des tisserands. Ils ont fait de très beaux tissus. Le pays d'Ogon, on recevait énormément de tissus du pays d'Ogon. J'ai le plaisir aujourd'hui de voir des tisserands qui me disent « Nous avons construit notre maison, nous avons éduqué nos enfants à cause de tout ce que tu as acheté comme textile chez nous. » Donc, on a commencé à faire du borolan, des grandes tentures en borolan. Ma maison a été la première maison à utiliser des rideaux avec des tissus et tissés à la main, avec du coton filé à la main. Donc, on a lancé, aujourd'hui, vous allez à Ségou, vous pouvez demander, il y a un atelier là-bas, Bakar Doumbia. Donc, c'est ce tissu qui est sorti à partir de notre maison qui est devenue une vitrine. Donc, on a touché à l'architecture, on a touché au textile, et je me suis lancé dans la décoration intérieure, et puis mes enfants ont suivi le schéma. Donc, du coup, on a habillé les serveurs avec des tissus et les chéchias, tout le décor était conçu comme ça, mais aussi la nourriture. Jamais on ne servait de boissons maliens dans les restaurants. Tout était des coca et Schweppes. Donc, on a commencé à servir du gingembre, du bissap, toutes ces choses-là. Je parle de 1989. C'était déjà en 1989, donc il y a quoi, 30 ans. Donc, c'est devenu un peu un modèle. Et puis, j'ai dit, OK, c'était très beau. Et tous les Occidentaux qui attendaient un vrai restaurant africain ont commencé à venir chez nous. Mais on était dans la poussière et dans la boue. Donc, on s'est dit, bon, on n'est pas dans une logique de business, faire de l'argent, mais on veut démontrer qu'un autre Mali est véritablement possible. Donc, du coup, j'ai dit, il faut qu'on s'attaque à la rue. On va s'attaquer à la rue, mais on n'a pas de financement. Mais le Mali, Bamako est entre deux collines. On a de la pierre de part et d'autre. Donc, j'ai commencé à acheter de la pierre avec les bénéfices du restaurant. On a fait une rue. La rue, c'est devenu une rue très propre. On a planté des arbres et les voisins sont venus me voir en disant « Écoute, Aminata, nous aussi, on veut avoir une rue comme ça. » J'ai dit « Bon, moi, je n'ai pas les moyens de faire une rue comme ça, mais on va chercher. »
Donc, je suis allé voir l'ambassade du Canada. J'ai dit, j'ai fait une rue, ça a coûté 1,5 million. Est-ce que vous pouvez nous aider? Un jour, ils m'ont appelé, ils ont dit, nous avons 6 millions. C'est le reliquat d'un projet, si ça peut vous aider. On a pris ces 6 millions, du coup, on a pavé toute la rue. D'autant plus que les jeunes diplômés et les chômeurs sont venus. Donc, chaque famille, tous les jeunes sont venus, on avait la liste. Mais c'était comme une fourmilière. Et quand on a eu fini de faire ça, lors d'une conférence comme ça, au Luxembourg, j'ai parlé de cette expérience. Et quand les Luxembourgeois sont venus, ils ont tenu à aller voir ce que j'ai fait. Et c'est là où la duchesse du Luxembourg, j'ai eu le privilège d'avoir la duchesse du Luxembourg à la maison. Il a beaucoup aimé et la maison et la rue, et elle plutôt. Et elle était avec le ministre des Affaires étrangères. Ils ont dit il faut qu'on lui donne un coup de main. Donc, eux, ils sont venus, ils ont envoyé leur propre... un Malien, ils ont recruté un Malien qui a fait le devis. Du coup, on a pavé tout le quartier. On a fait 300 000 mètres carrés de pavés. On a curé les caniveaux. On a fermé les caniveaux. Et puis, il y avait un marché très sale. Et comme tous les marchés, c'était... Bon. Donc, on a dit, on s'attaque au marché. On a eu des problèmes avec la mairie qui dit non, il ne faut pas toucher au marché parce que les marchés, pour les maires, c'est sacré. Et ils ont fait toutes sortes de problèmes. J'ai appelé les artistes, on a fait un sitting dans le marché. On a fait beaucoup de bruit. Ils nous ont laissé, on a construit le marché. Donc, c'est le seul marché aujourd'hui avec des plantes vertes. Et mon intention, c'est pour ça que je parlais de cross-funding. Il faut absolument qu'on fasse de ce marché le premier marché malien avec des produits naturels pour contribuer à l'éducation du regard des gens. Bon, j'avoue que pour faire court, parce que je n'aime pas tellement parler de moi, je pense que ça a été extrêmement important. Parce que mes concitoyens, mes livres, ce n'est pas tout ça qui les intéresse. Mais le quartier m'a réconcilié avec les Maliens. Parce que tout le monde voyait Madame la ministre, patati patata. Mais je dis pardon, c'est Aminata d'abord. Avant d'être ministre, je suis Aminata. Et tout ce qui te craignait et qui t'évitait, mais je suis entré dans chaque famille, m'asseoir dans les familles, parler avec les gens. Et dans le marché, c'est pareil. C'était un marché où les gens m'ont dit, écoute, chaque fois qu'on a modernisé les marchés, on a chassé les pauvres. J'ai dit, on ne vous chassera pas. Vous restez ici, on transforme le marché ensemble. C'est à la lumière de cette expérience, cette micro-réalisation, que moi, je me dis, j'ai l'intime conviction que les gens en veulent. Les gens veulent du changement. Les gens peuvent faire du changement. Mais seulement, mon problème, c'est que je n'aurai jamais le financement de l'Union européenne. Je n'aurai jamais le financement de tout ce que je nomme. Parce qu'eux, ils veulent qu'on dise merci. Et merci, merci. Je dis non, je ne dis pas merci. Je pose des questions et j'agis. J'agis, mais je veux faire de telle sorte que une masse critique de femmes maliennes aujourd'hui comprennent qu'il ne s'agit pas seulement de voter, mais qu'il s'agit aussi de penser, de se remettre en question, de changer nos comportements et d'éduquer nos enfants de telle sorte qu'ils ne viennent plus mourir en Méditerranée. Donc c'est clair que la culture a une fonction centrale dans tout ce travail de réconciliation avec nous-mêmes, de reconstruction individuelle et collective. C'est la question des repères. Moi, je pense que qui que l'on soit, où que l'on soit, on a vraiment besoin de repères pour se construire, penser, proposer et tout ça. Et tous ces bouleversements que nous vivons dans les pays anciennement colonisés et en voie de recolonisation, c'est que vous n'avez même pas le temps nécessaire de réfléchir et à ce qui devrait vous permettre de dire je parmi les autres, quoi. Et la transformation se fait. Et la langue, c'est une question fondamentale. Parce que je vais à l'école. Quand le jeune espagnol va à l'école, il commence à apprendre et à comprendre le monde à travers l'espagnol, votre langue. Quand nous allons, un enfant bamana va à l'école, il doit commencer à apprendre le français d'abord, avant de comprendre. Donc le temps de la compréhension de la langue
Et la peur même de faire des fautes fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes étudiants sont bloqués. Quand je leur parle dans la langue, ils ont tout de suite compris. Ils sont à l'aise et ils s'expriment. Mais quand tu es obligé quand tu exiges de dire en bon français ce qu'ils pensent, il y a déjà des problèmes. Donc ça fait que quand vous mettez aujourd'hui un jeune sortant d'une école de management, un occidental qui vient et travailler en Afrique, et face à son homologue, enfin quelqu'un de son âge, la plupart du temps, il est outillé, ils ont les mêmes technologies, mais quand tu leur demandes de défendre leurs idées, il y a certainement celui qui a travaillé dans sa langue qui est plus structuré. Ça, c'est un gros problème. L'autre problème, c'est de la fonction de la culture, c'est le marché. Parce que tout ce que nous achetons, c'est des biens matériels. Et tous ces biens matériels nous permettent d'afficher une identité autre que la nôtre. Aujourd'hui, si vous voulez être bien reçu dans un service, il faut être en costume cravate. Je déteste ça, et 40 degrés à l'ombre, et nos gars se croient obligés d'être en cravate pour être bien reçus. Qu'est-ce que c'est que quand je regarde la télévision, vous regardez tous ces gars en cravate et que tous ces costumes sont achetés en Europe, en Chine ou quelque part, mais l'hémorragie financière, c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis, et c'est l'un de mes livres, donc dans le viol de l'imaginaire, je parle de l'impérieuse nécessité et de penser qu'il y a une modernité africaine et qu'il y a un marché africain, une économie africaine à approvisionner avec des produits de qualité. Et Dieu seul sait qu'il y a de beaux produits, il y a des produits de qualité et que nous, on peut contribuer à enrichir le monde. Nous pouvons enrichir le monde et pas seulement, je ne parlerai pas de spiritualité parce que ça compte beaucoup. Quand je vous ai parlé des femmes, j'ai expliqué par rapport à ce que j'appelle la révolution pacifique des femmes en tant que mère. Et quand j'organise mes réunions dans mon centre, il y a des penseurs africains qui ne parlent pas un seul mot de français, qui viennent avec des choses extraordinaires. Il y a un qui nous a dit quelque chose, et là, ça m'a beaucoup aidé. Il dit, en chaque femme, Aminata, en chaque femme, il y a trois femmes, en fait. Il dit, la femme qui donne naissance à un enfant, qui a son enfant, c'est la mère biologique. Cette même femme est l'éducatrice. C'est elle qui va permettre à l'enfant de penser tout ce qu'il va devenir, sa fierté ou son manque de confiance en lui, c'est la mère qui est la première personne qui va le faire. Mais il y a en elle aussi la mère sociale. La mère sociale va s'occuper de son enfant, mais des autres enfants. Alors moi, je dis, c'est extrêmement important. Parce que la crise du développement, la crise du système global aujourd'hui, c'est son incapacité à répondre à la demande sociale. Si la demande sociale peut être prise en charge par les femmes, si les femmes africaines parviennent à se dire, en fait, il y a en nous, nous avons un pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on est spécial, parce qu'on est trop différent des hommes. Mais parce que les hommes ne sont jamais là, ou ils ne sont pas là. Ils ont émigré, ils sont partis au champ, ils sont au travail. Mais les femmes, l'immense majorité des femmes qui n'ont pas de fonction officielle, qui n'ont pas de travail, savent être à la maison, partager les repas. En dépit des difficultés extrêmes, les gens sont capables de partager. Donc, comment cultiver en nous, comment redécouvrir en nous ce sens de l'autre et le sens du partage? Comment regarder dans chaque migrant, chacun de ces enfants, ils sont des milliers en Libye aujourd'hui, ils sont partout. Et ces enfants sont comme ça avec leur mère. Les gens ne peuvent pas savoir que chaque tragédie migratoire, il y a une histoire de femme là-dedans. Les enfants me disent, nous partons parce que nous ne voulons pas que... Je vais parce que je ne veux pas que ma mère crève la dalle. Je ne veux pas que ma mère meure sous mes yeux parce que je ne peux pas lui acheter de médicaments. Donc, il y a une complicité mère-enfant dans l'histoire des migrants qui fait que quand on parle des femmes, il a parlé de la fonction politique, mais cela me prouve que les femmes sont battues, les femmes ont des problèmes, mais la mère est vénérée. Les sœurs et les tantes sont vénérées, sont écoutées. C'est ce pouvoir politique qui m'intéresse. Ce pouvoir politique et cette fonction culturelle, et dire à l'Afrique, ce n'est pas vrai que le problème de l'Afrique est civilisationnel.
L'Afrique est encore porteuse de cette capacité de voir dans l'enfant qui est en train de mourir son enfant. Moi, je sais que dans mon quartier dont je vous ai parlé, et tous les enfants qui ont eu du travail dans le cadre de ce pavage, tout le monde m'appelle tante. Personne ne m'appelle Aminata, c'est tanti. Donc, tante, est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? Est-ce que tu ne penses pas qu'on doit continuer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les jours, quand des enfants que vous n'avez pas mis au monde viennent vous dire « Tanti, qu'est-ce qu'on fait ?» Moi, je pense que ça, c'est remarquable. C'est une expérience inouïe et que je veux amener progressivement mes sœurs en disant « La solution, ce n'est pas ailleurs. La solution, c'est en chacun de nous. Si nous questionnons nos cultures, nous allons certainement trouver quelque chose à partager avec le reste du monde. » Ah non, il y en a eu beaucoup. Tous les dirigeants progressistes ont été assassinés ou déstabilisés. L'acte fondateur de la déstabilisation du Congo, c'est Lumumba. Et tout le monde se souvient de Lumumba. Il a été le premier à revendiquer la souveraineté et on sait qu'il a été tout simplement massacré. Le film, si vous voulez voir le film sur Lumumba, vous comprendrez. Et toute la génération des leaders, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, même Sékou Touré, avant de se raidir, et tous ces gens, personne ne pouvait leur reprocher d'être des réactionnaires ou de ne pas être progressistes ou d'être corrompus. Mais les ingérences dès le départ, en fait, on nous a consenti l'indépendance et ce n'était pas pour nous la donner. C'était plus facile en tout cas pour ceux qui sont des pays francophones, c'était plus facile de nous dominer à travers un certain nombre de mécanismes. Vous entendez beaucoup parler du franc CFA en ce moment, de la question de la monnaie. Donc les bases militaires sont restées dans beaucoup de pays, sauf le Mali par exemple. La monnaie dépend du trésor français. Il y a énormément le pouvoir, ce qu'on a appelé avec le réseau FOCAR, la France-Afrique, est restée là. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dirigeants progressistes. Vous avez raison, il n'y a pas de parti progressiste et de parti réactionnaire. Il y a un seul parti, c'est le parti des réformes néolibérales orchestré par le FMI et la Banque mondiale. Après la chute du mur de Berlin, on nous a dit démocratiser, mais démocratiser voulait dire seulement voter. Vous votez, vous nous donnez la personne dont nous avons besoin pour mettre en œuvre les réformes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de multipartisme possible. Justement, c'est là où nos points de vue divergent un peu, parce que moi, je ne vois pas de progrès dans ces résistances des jeunes et du fait de leur formatage pour interpeller seulement les dirigeants dictateurs. Ils ne sont pas outillés pour réfléchir aux accords de partenariat économique, pour savoir d'où nous venons, et aussi parce qu'ils ont eux-mêmes des ambitions politiques. Ils veulent entrer en politique pour devenir comme leurs grands frères. Je suis désolé, je vous assure, je les connais. Moi, tous les jeunes que j'ai vus se battre pour entrer dans les partis politiques, aujourd'hui, malheureusement encore, le cas Macron a aggravé la situation. Ils sont tous persuadés qu'ils sont présidentiables parce que Macron est devenu président. Donc moi, je pense qu'il y a un potentiel. Je suis d'accord, il y a un potentiel qui est réel. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de lieu de formation. Le Forum social mondial, moi, je fais partie de la génération qui a lancé le mouvement altermondialiste. Et nous avons créé dans différents pays le Forum pour un autre Mali. On a ces lieux-là. Ce qui me gêne dans ce qu'on considère aujourd'hui comme des mouvements progressistes de jeunes, c'est qu'ils n'ont pas eu la possibilité de se familiariser avec ces grandes questions qui font qu'on recolonise aujourd'hui le continent. Le cas de l'Afrique du Sud, c'est très bien de parler de l'Afrique du Sud, mais ce qui a manqué à la révolution en Afrique du Sud, c'est qu'ils ont vu les avantages des Blancs, ils ont aspiré aux avantages des Blancs, mais ils n'ont pas voulu un autre paradigme. Thabo Mbeki est venu, était avec Thatcher, ils ont implanté en Afrique du Sud une économie ultralibérale
qui fait qu'il y a une minorité de Noirs aujourd'hui, comme on appelle les Black Diamonds. Et donc, il y a cette réussite d'une minorité de Noirs pendant que l'immense majorité sont dans la misère. La question des terres que Mugabe a eu le mérite de poser et qui a fait qu'on a diabolisé Mugabe, parce que quand on parle du dictateur Mugabe, personne ne parle de la question de Lancaster House. Lancaster House, la loi Lancaster House avait promis à Mugabe qu'on allait redistribuer les terres. Et quand Thatcher est venu au pouvoir avec Tony Blair, ils ont dit pas question de redistribuer les terres et on est entré dans l'ultralibéralisme aussi. Mugabe est devenu ce qu'il est devenu de la faute justement du pouvoir britannique qui ne voulait pas qu'on touche aux terres des Blancs. Donc la situation est explosive en Afrique du Sud, en dépit du fait qu'il y a de la résistance. Et le jeune député là, qui est constamment en rouge, lui, il touche du doigt les vrais problèmes. Mais moi, j'aimerais voir dans le continent, je vois ça en Europe, je voyage beaucoup ici, quand on a des forums sociaux ici, on voit les jeunes, ils parlent de politique nationale, mais ils savent aussi que les politiques de l'Union européenne sont source de préjudice. Mais nos jeunes ne sont pas encore à ça. Nos jeunes sont en train de dire, on va balayer ceux qui sont au pouvoir, on va prendre le pouvoir nous-mêmes. Mais ils ne savent pas que le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne les attendent de pied ferme. C'est pour ça que je ne suis pas pessimiste, mais je suis en train de dire qu'il y a une formation complémentaire qui est nécessaire pour que nous puissions non pas avoir un pays avec 150 partis politiques, 250 partis politiques. Même si les jeunes sont dans le ballet citoyen, il faut qu'on remette en question ça. Quand je dis, moi j'aime bien ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, Merkel a eu énormément de problèmes pour créer son gouvernement parce qu'il y a la gauche, l'extrême gauche, il y a les écologistes et la droite et tout le reste. Mais vous n'avez pas ce paysage chez nous. Les jeunes ne pourraient pas se situer entre ça. Les jeunes vont suivre le dirigeant politique ou qui a de l'argent, qui peut leur donner de l'argent. Si ce n'est pas le dirigeant politique, un parti qui les aide, c'est l'extérieur qui finance. Quand Obama est allé rendre visite à Yanamar au Sénégal, tout le monde a compris qu'ils sont en train de coopter ces mouvements de jeunes pour en faire des petits jeunes libéraux qui vont appliquer les politiques quand les vieux vont partir. C'est comme ça que je vois. Mais je ne suis pas pessimiste. Non, moi je pense que... Et c'est une question de perspective. Je peux vous dire que tout va bien. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire affiche 8 à 9% de taux de croissance. Il y a des autoroutes, il y a des bâtiments qui poussent. C'est une question de choix. De quoi nous parlons ici? Est-ce qu'on parle des infrastructures ou des humains? Est-ce qu'on parle d'une croissance qui profite aux grandes entreprises ou qui nourrit les Africains, qui les empêche d'émigrer ou de s'entretuer? Moi, je peux parler... Quand vous allez à Bamako aujourd'hui, le Mali est en train de changer. Il y a des routes, il y a tout ça. Il y a un aéroport qui est tout neuf. C'est ça le développement? Si c'est ça, effectivement, il y a plusieurs Afriques. Il y a l'Afrique du Sud, il y a la Libye, du moins il y a l'Éthiopie. L'Éthiopie qui commence à émerger, qui a déjà des problèmes. Moi, je pense que il y a la grande question aujourd'hui que vous et nous, on doit se poser, c'est quoi le développement? C'est quoi se développer? Est-ce qu'on s'est suffisamment intéressé aux humains? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que le fait d'avoir tout ce que vous avez ici est fait de vous des êtres vraiment heureux? Et si nous, en essayant de vous ressembler, est-ce que c'est cela le bonheur? Je n'ai aucun intérêt à dire que tout va mal en Afrique, que tous les pays sont pareils. Je sais qu'il y a un dénominateur commun et il y a des relations et il y a structurellement, les relations sont structurellement faites de domination et l'asymétrie des rapports de force. Ce dont je souffre, et j'aurais pu, parce que je suis quand même une privilégiée, j'ai été à l'école, j'ai été ministre, je n'ai aucune raison de me plaindre personnellement. Je vis dans ma petite maison que j'ai construite moi-même. Mais je ne suis pas ici pour parler des choses qui ont marché. Parce que je sais qu'il y a plus de choses qui ne marchent pas que de choses qui marchent.
Maintenant, quand vous me dites qu'il y a différents pays, d'accord, mais est-ce que le fait que vous soyez l'Espagne et que la Grèce soit la Grèce, le Portugal, la France, est-ce qu'on peut dire que pour ce qui est de la question de la peur de perdre son travail et la fragilité, est-ce que toutes les blessures du capitalisme n'affectent pas tous les Européens? Je ne parle pas de la petite crème qui en profite, je parle des peuples. Est-ce que les peuples d'Europe sont vraiment heureux? Est-ce que tout va bien ici? Je ne sais pas. Nous sommes en train de parler des choses qui pourraient aller mieux. Donc, dans ce cas, et je pense pour moi, j'ai connu la Côte d'Ivoire, j'ai habité là-bas, j'étais marié là-bas. Je parcours le Sénégal, je vois qu'il y a une nouvelle ville qui est en train de sortir. Ils vont faire des trains et tout ça. Mais ils ont oublié de faire le train entre le Sénégal et le Mali, qui aurait pu nous permettre. Il y a beaucoup de choses, mon frère, qui marchent à l'envers. Et quand ça marche, c'est pour une minorité de privilégiés et leurs partenaires occidentaux. C'est ça que le dénominateur commun, c'est qu'il y a un paradigme du développement qui doit changer ici et là-bas. Sinon, vous avez raison, il y a des divergences, mais ces divergences-là ne nourrissent pas les Africains. Ces divergences, c'est tout simplement parce qu'il y a une force, un véritable tsunami aujourd'hui, c'est la convoitise des ressources naturelles de l'Afrique. Nous sommes, le 21e siècle devrait être le siècle où il faut faire attention au climat et aux êtres humains. Or, le paradigme du capitalisme mondialisé et financiarisé ne le permet pas. C'est pour ça, c'est cette réflexion qu'il faut maintenant nourrir, questionner. Est-ce qu'on est capable d'alternatives? Est-ce que vous voulez changer un tout petit peu votre mode de vie pour renoncer à certaines choses? Est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de ne pas vous envier pour apporter autre chose? Ce sont ces questions personnellement que moi je me pose, mais ça ne veut pas dire que l'Afrique est uniforme, ça l'appauvrirait. Ça ne veut pas dire que c'est unique, c'est prétentieux. Dans mon introduction, c'est ce que j'ai dit. Quand je suis ici ou ailleurs, je crois que le problème, c'est un tout petit peu... Il y a énormément de similitudes. Si nous communiquons suffisamment, il y aura moins de préjugés. Même les partis d'extrême droite vont se calmer quand ils comprendront en réalité que le système économique mondial a cruellement besoin des richesses du sol et du sous-sol. Ils prétendent que l'Afrique n'est pas développée pour aller réchauffer davantage le climat là-bas, créer davantage de guerres. Et c'est ça qu'ensemble, on peut éviter. Et pour éviter cela, si on commence à dire que tel pays marche, moi, je veux qu'on me montre un seul pays qui marche en dépit des taux de croissance élevés, qu'on ne voit pas, qui n'a pas de traduction ni pour les jeunes, ni pour les femmes. Aucune famille, rares sont les familles qui peuvent manger à leur faim. À quoi sert la croissance? C'est ça la question. Sinon, je suis d'accord avec vous, l'Afrique est plurielle, diverse, riche, mais elle est soumise aujourd'hui au même rouleau compresseur que la plupart des pays d'Europe.